Khan est un olive qui ne pécho jamais de bombasses parce qu'il passe sa vie sur les jeux vidéo. Mais tout change quand il se retrouve propulsé dans un monde fantastique où il devient le garde du corps d'une princesse. Alors il botte les fesses de ses ennemis le jour et lui fait des papouilles la nuit. L'histoire commence quand Khan, comme d'habitude, était à fond sur son jeu vidéo, mais il a tellement jacassé qu'il a fini par perdre. Alors qu'il déversait sa frustration, un personnage de jeu super canon, Flora, est apparu à l'écran disant qu'elle avait besoin de son aide dans la vraie vie et qu'il aurait sa récompense au lit. Le dégénéré était aux anges, car il avait été un loser puceau toute sa vie, mais avant même de comprendre, il a disparu dans un portail céleste. Pendant ce temps, dans un autre monde, une princesse nommée Carla et sa suite étaient poursuivis par des chevaliers dans des chars blindés qui ont fini par les rattraper. Malheureusement, les chevaliers de Carla étaient largement en infériorité numérique, ils ont donc été massacrés par l'ennemi jusqu'à ce qu'il ne reste que son garde du corps personnel, Steel. Quand Steel a refusé de se rendre, le capitaine ennemi, Variation, a cherché à l'achever, mais soudain Khan a surgi du ciel et a atterri directement sur Variation, offrant une opportunité à la suite de Carla de s'échapper. Cependant, Carla a demandé à Steel de secourir Khan, et ils l'ont traîné avec eux alors qu'il fuyait vers la sécurité. Peu après, Carla et sa suite ont essayé de découvrir qui était Khan, et il a failli perdre la tête en réalisant qu'il était dans un monde complètement différent. Ils se sont tous présentés à lui et il a eu du mal à croire que la magnifique servante, Marion, était en fait un mec jusqu'à ce qu'elle lui force la main à toucher ses couilles en acier intact. De l'autre côté de la ville, le capitaine des chevaliers, Variation, a rapporté au prince Eric qu'il n'avait pas pu capturer Carla parce qu'un drôle de type était tombé du ciel et l'avait pris par surprise. Eric fut surpris par cette nouvelle car Variation était l'un de ses meilleurs capitaines et il était réputé invincible, alors il était impatient de voir l'étrange individu en question. Pendant ce temps, Khan a appris que l'armée de Variation avait attaqué Carla pour l'empêcher de se marier et de sceller une alliance nationale avec un certain seigneur d'une autre ville. D'abord, Khan trouvait bizarre qu'une gamine de son âge se marie, mais Carla était prête à tout pour le bien de son pays. En chemin, ils se sont arrêtés dans une ville pour trouver à Khan des chaussures assorties à sa tronche, mais juste à ce moment-là, Steel a remarqué qu'ils étaient suivis par d'étranges chevaliers, alors il a ordonné à l'équipe de courir vers une ruelle pour coincer leurs poursuivants. Après avoir vaincu les deux premiers ennemis, Steel a jeté une épée dans les mains de Khan, ignorant que Khan ne saurait pas manier une cuillère à soupe pour sauver sa peau. Au même moment, Marion se battait avec deux pistolets et ils ont échangé des coups avec les chevaliers, tandis qu'Eric décidait de s'infiltrer pour trouver Khan. Bientôt, Steel et Marion avaient fait le ménage parmi les ennemis, alors ils ont attrapé la princesse et ont couru se mettre à l'abri. Ensuite, Steel a ouvert un passage souterrain dans les égouts, mais ils ont tous trouvé bizarre qu'il n'y ait pas un seul garde ennemi aux portes. Khan a pensé que c'était une bonne journée pour ne pas se casser la tête et s'est exposé imprudemment, essayant de confirmer si la voie était libre. Juste au moment où il pensait que c'était sûr et qu'il signalait aux autres de le rejoindre, il a découvert qu'Eric l'attendait là. Eric s'est présenté et Steel et Marion se sont préparés à le combattre, laissant Khan s'occuper de la princesse au cas où il leur arriverait quelque chose. Eric et Steel se sont affrontés, leurs épées ont claqué, mais quand Eric a activé les pouvoirs de son épée, cela a créé un impact si énorme que ça a projeté Steel et Marion au loin. Marchant vers Khan, Eric se demandait si c'était bien le type censé avoir vaincu le capitaine Variation, car Khan ressemblait à un gringalet. Quand il a frappé Khan, Eric a facilement détruit son épée d'un simple coup, faisant s'effondrer Khan. Mais alors qu'il s'approchait de Carla, Khan s'est relevé, disant qu'il ne le laisserait pas lui faire de mal. Cependant, la principale motivation de Khan était qu'il ne pouvait pas mourir sans avoir perdu sa virginité. Sur ce, la ligne de bataille fut de nouveau tracée et Eric a activé son épée pour une attaque finale sur Khan, mais alors qu'il se fonçait dessus, Khan a donné un coup de pied à Eric dans les bijoux de famille, le faisant hurler et s'écrouler. Tout le monde fut surpris que Khan ait vaincu le prince et il a ramassé l'épée d'Eric alors qu'il repartait. Ensuite, Carla a nommé Khan son chevalier, mais il a refusé ce poste jusqu'à ce qu'il soit menacé par Steel. Pendant tout ce temps, Flora du jeu vidéo les observait silencieusement comme une harceleuse flippante. Au matin, Eric s'est réveillé dans un lit d'hôpital, perdu et confus, jusqu'à ce qu'il se souvienne que ses bijoux de famille avaient été réduits en miettes par Khan la veille au soir. Un médecin à l'allure sinistre est entré, disant que, malheureusement, l'un des joyaux d'Eric devait être retiré. Au début, Eric fut profondément choqué jusqu'à ce que la vérité lui saute aux yeux, alors son choc s'est transformé en colère et il a juré de faire payer Khan pour l'avoir humilié. Pendant ce temps, Khan était toujours en rogne et se plaignait d'être forcé de servir Carla contre son gré, mais elle lui a dit d'arrêter de faire sa chieuse, et Steel lui a rappelé que son avis ne comptait pour rien. Le problème majeur de Khan était qu'il ne savait pas comment retourner dans son propre monde, mais Steel lui a conseillé de rester avec eux car il ne connaissait rien de leur monde et ne savait pas comment rentrer chez lui. De plus, Carla lui a promis que tant qu'il serait avec elle, il n'aurait jamais à se soucier de son prochain repas.
Mais à ce moment-là, Khan était déjà en rogne et s'est éloigné. Quand il est parti, Marion a demandé à Steele quel était leur plan de survie et il a dit qu'il devait continuer vers la capitale mais avec un entourage plus restreint pour éviter d'attirer trop l'attention. Pendant ce temps, Eric a convoqué ses subordonnés, s'excusant de s'être fait botter les fesses par le plus faible de la Terre, mais ils le soutenaient tous, disant que Khan avait probablement combattu salement et qu'il l'écraserait en duel. Les 4 capitaines directs d'Eric n'arrêtaient pas d'utiliser des mots qui lui rappelaient ses petits bijoux perdus. Alors il s'est levé spontanément et est parti. Plus tard, Marion a appelé Khan pour qu'il l'accompagne faire une course et en chemin, elle lui a dit qu'être chevalier était un truc super important dans leur monde, mais il a fait semblant de ne pas être ravi. Ils sont ensuite arrivés dans un champ où Marion lui a montré un pigeon voyageur. Bien que ce pigeon ait l'air d'avoir abusé des stéroïdes, Marion l'a envoyé avec une lettre pour informer leurs gens dans la capitale de ce qui se passait, mais a dit à Khan qu'ils avaient des systèmes de communication plus avancés, appelés communication Alma dans leur propre capitale. Bien que cela prendrait des années avant qu'ils ne puissent l'implémenter. Plus tard, Eric est apparu devant son orbe parlante, rapportant les détails de sa mission pour capturer la princesse, et la voix a dit qu'il n'avait pas d'autre choix que de réussir, alors la prochaine phase de leur mission commencerait. Quand Eric est sorti, il a réalisé qu'il devait récupérer son épée, l'équipement Alma de Khan, mais il a ensuite souri en réalisant que le Nigo ne saurait pas quoi en faire. D'autre part, Khan et Steele exploraient déjà l'épée et ont remarqué qu'elle avait une gâchette et un orbe que Steele appelait un cristal Alma, qui était la super orbe de leur monde, utilisée comme source d'énergie. Tout ce à quoi Khan pouvait penser, c'était les millions qu'il allait empocher en vendant ce cristal. Mais Steele a recommandé qu'ils comprennent d'abord comment l'épée fonctionnait. En premier lieu, Steele pensait qu'elle fonctionnait en ajoutant de l'énergie Alma pour créer une attaque puissante, car c'était la seule explication pour laquelle Eric les avait vaincus si facilement. Cependant, Khan l'a traité de mauvais perdant, mais quand il a vu que Steele avait coupé un arbre en deux d'un seul coup avec sa puissance normale, il a ravalé ses mots. Ils étaient tous deux inquiets que l'épée refuse d'activer l'énergie Alma et Khan, furieux, a piétiné l'épée et a décidé qu'il allait juste arracher le cristal et le vendre. Mais juste à ce moment-là, Carla a convoqué Khan pour une discussion, lui disant que pour que la paix de son monde soit maintenue, elle devrait épouser ce seigneur d'une autre ville. Mais tout ce qu'elle voulait, c'était que Khan s'assure qu'elle ne meure pas pour le bien de son peuple. Cependant, Khan a expliqué qu'il n'était pas le chevalier en armure étincelante qu'elle pensait et qu'il n'avait réussi à vaincre le prince que grâce à ses horribles chaussures de Spider de chez Temu. Leur conversation fut interrompue par une explosion signalant l'arrivée d'Eric et de son armée dont le but était de capturer Khan et de récupérer l'épée Alma. Variation courait aux côtés de son co-capitaine, déterminé à capturer Khan et à le tabasser devant le prince Eric. Pendant ce temps, Eric était occupé à détruire des bâtiments contenant des civils et a dit qu'il ne s'arrêterait pas tant que Khan ne se serait pas révélé. C'était déjà assez agaçant pour Khan d'entendre le prince le traiter de puceau bon à rien, mais encore une fois, une grenade a roulé juste devant eux et ils ont dû courir avant qu'elle n'explose. Mais à ce moment-là, ils faisaient directement face à l'armée d'Eric, et Variation s'est vanté joyeusement, disant que c'était lui qui les avait menés au prince. Eric était excité et a dit à ses subordonnés de ne pas interférer car c'était sa bataille personnelle contre Khan, mais Khan a dit à Eric d'arrêter de faire son enfant car les chars blindés qu'il avait amenés pour un simple duel étaient juste inutiles. Eric l'a ignoré et a commencé à tirer dans leur direction, mais étonnamment, il a raté tous ses tirs et a même accidentellement failli atomiser ses camarades. C'est alors qu'il a réalisé qu'il manquait d'équilibre parce qu'il n'avait qu'un seul bijou de famille survivant qui tenait à la vie. Profitant de la situation, Steele a conseillé à Khan d'utiliser l'épée car il était comme leur porte-bonheur, même s'il savait que ce n'était qu'un faible garçon. Ensuite, il a commencé par ouvrir la voie à Khan pour qu'il abatte le char blindé. Mais quand Eric a compris ce qui se passait, il a ri, disant que Khan ne pourrait jamais utiliser l'épée Alma car elle ne pouvait être utilisée que par des guerriers choisis nommés Hyperion. Étonnamment, alors que Khan courait vers Eric, l'épée s'est activée et tout le monde fut choqué. Cependant, Khan le Nigo a trébuché sur un minuscule caillou et est tombé à plat ventre, et Eric a pensé que c'était une occasion parfaite pour atomiser Khan une bonne fois pour toutes, surtout après avoir vu que l'épée était devenue une sorte de chimère entre une pierre et une épée. Cependant, Khan a refusé d'abandonner et s'est précipité vers Eric avec son épée de roche, qui a finalement dévié l'explosion d'Eric vers le char blindé et l'a détruit. Enragé, Eric a cherché à se venger, mais Khan pouvait voir qu'il luttait pour son équilibre parce qu'une de ses noisettes manquait. Alors, il l'a exhorté à lancer l'attaque complète, mais encore une fois, Eric a raté et Khan a utilisé son épée pour le projeter au loin. À ce moment-là, les subordonnés d'Eric ont dû battre en retraite, bien qu'ils aient dit que ce n'était que temporaire.
Après, Steele et les autres ont félicité Khan pour son bon travail et il a finalement accepté de travailler pour la princesse, mais seulement à condition qu'il trouve un moyen de le ramener dans son monde. Ils lui ont donné l'assurance dont il avait besoin, mais ont dit qu'il devrait d'abord retourner à la capitale pour obtenir des réponses. Encore une fois, Flora était sur une montagne à les observer et elle a envoyé une petite créature de compagnie pour être avec eux. Le lendemain, Eric s'est retrouvé à l'hôpital et s'est souvenu comment Khan l'avait démoli. Cette fois-ci, le médecin a révélé qu'il avait perdu son ultime joyau de famille. En entendant cela, Eric s'est affaibli et s'est évanoui. Pendant ce temps, Marion a dit à Khan que, voyant comment l'almolite brillait quand son épée était activée et ajoutant le fait que Khan était littéralement tombé du ciel, il venait certainement d'Ulvidia, un continent légendaire qui avait été soulevé dans les cieux par Ixion il y a des années. À ce moment-là, tout le groupe a rencontré la créature de Flora et n'a pas pu résister à sa mignonnerie, sauf Khan. Il leur a dit d'y réfléchir à 2 fois car cela ressemblait au début d'un film d'horreur et qu'il valait mieux reprendre leur chemin. Mais comme les autres ne pouvaient pas abandonner la mignonne créature sans défense, Khan l'a envoyé dans les buissons en lui jetant une pierre. D'autre part, les subordonnés d'Eric étaient tous inquiets pour lui, ayant appris qu'il serait en congé médical. Ils savaient à quel point son amour-propre en avait pris un coup, ayant subi la défaite face à Khan 2 fois de suite et perdu l'un des précieux chars blindés du pays. Mais tout ce qu'ils pouvaient faire était d'attendre qu'ils reçoivent des instructions, se souvenant qu'ils étaient la brigade de grade spéciale hautement entraînée nommée Incognito. Plus tard, Khan a soudainement commencé à avoir des remords d'avoir laissé la créature derrière et s'est inquiété de son bien-être, mais il s'est vite endormi, décidant que son choix de rester à l'abri du danger était le meilleur. Mais à son plus grand étonnement, quand il s'est réveillé ce matin-là, la créature était là, sur son lit avec lui, et son cri terrifié a fait accourir les autres. Khan a passé tellement de temps à râler à propos de la créature et à dire qu'il devait s'en débarrasser, mais au lieu de cela, Marion l'a adoptée, disant qu'elle serait responsable de son comportement. Cependant, Khan a confronté Marion, disant que la créature pourrait la distraire de son travail de protection de la princesse, mais Steele l'a interrompu avec l'histoire d'un grand héros nommé Arthur, un maître d'épée qui avait survécu à tant de batailles mortelles. Cependant, aussi puissant que fût cet homme de valeur, il avait une obsession pour les minous, aussi bien les animaux que ceux entre les jambes de Shoddy. Au final, Khan ne put rien faire pour l'animal, car la princesse a décidé qu'il devait le garder, puisque 2 gars avaient voté contre Khan. Évidemment, Khan était malheureux et s'est lancé dans un concours de regards mortels avec la créature. À partir de ce moment, il est devenu obsédé par l'idée de se débarrasser de la créature en utilisant ses talents de chasseur hors pair. Et au début, il a rendu visite à un vendeur de pièges à animaux afin de capturer la créature et de s'en débarrasser. Mais Steele l'a pris sur le fait, il a retenté sa chance en utilisant un filet et en essayant de capturer la créature pendant qu'elle dormait, mais Marion l'a attrapé et l'a menacé avec une arme. Finalement, il a eu recours à la préparation d'une potion empoisonnée qui rendrait la créature à la fois enragée et paralysée. Cependant, Carla l'a pris sur le fait, et même s'il a menti en disant qu'il préparait juste un bon repas, elle lui a demandé de le goûter et il n'a pas pu. Plus tard dans la journée, Carla les a tous convoqués pour une réunion et a interpellé Khan pour ses diverses tentatives de se débarrasser de la créature. Marion est intervenue, disant qu'elle ne comprenait pas pourquoi Khan détestait tant les créatures alors qu'elle les avait suivies en premier lieu parce qu'elle l'aimait bien. Et enfin, Steele a dit qu'un chevalier ne devait pas seulement être habile en force, mais aussi bien élevé et noble en action et non pas se débarrasser d'un mignon animal, avec tout le monde le critiquant de toutes parts. Khan a finalement avoué qu'il avait une allergie aux animaux de compagnie, mais la princesse lui a dit qu'il semblait parfaitement bien, même si la créature était juste sur sa tête. Ce n'est qu'alors que Khan a réalisé ce qui se passait, alors il s'est battu pour se débarrasser de la créature, disant qu'elle se moquait de lui puisqu'elle pouvait probablement comprendre ses mots. Cependant, Carla a frappé les joues potelées de Khan, le prévenant d'arrêter de les embêter. La princesse était sur le point de clore l'affaire, mais Marion lui a dit qu'il devrait donner à Khan une chance d'expliquer la raison de son acharnement envers la créature. Évidemment, Khan voulait raconter un autre mensonge, mais cette fois-ci, Marion était très sérieuse et lui a demandé d'être honnête. Il a ensuite raconté comment, un jour de pluie, il avait trouvé de mignons chatons, les avait sauvés et avait convaincu sa mère de les accepter chez eux. À partir de là, Khan s'en est bien occupé, mais d'une manière ou d'une autre, à mesure qu'il grossissait, ils n'ont jamais rendu son amour et ses soins et le détestaient absolument, même s'ils étaient toujours dans sa maison. Alors qu'il s'empiffrait, l'équipe était confuse de voir comment cette histoire initialement émouvante s'était transformée en une histoire drôle et ils se demandaient comment consoler Khan d'être détesté par ces animaux ingrats. Dans tous les cas, Steele lui a conseillé de passer à autre chose et de prendre un nouveau départ avec cette créature, et peut-être que s'il la trouvait mignonne, sa relation avec elle serait bien meilleure qu'avec les chats. Finalement, Khan a changé d'avis et a commencé à s'excuser auprès de la créature pour son comportement. Mais alors qu'il tendait la main pour la caresser, la créature a attrapé toute sa main dans sa gueule et l'a mordu à pleines dents. Immédiatement, tout le groupe fut choqué et Khan a frénétiquement essayé de se débarrasser de la créature. Quand il y est finalement parvenu, il a sorti son épée et a dit que c'était une bataille entre 2 hommes, donc personne ne devait l'arrêter. Il a ensuite dit à la créature que si elle perdait la bataille, elle devrait quitter le groupe et les laisser, tandis que si Khan perdait la bataille, la créature devrait quand même partir.
Cependant, les membres du groupe ont dit que cela ne fonctionnerait pas car Khan devrait faire un compromis au cas où il perdrait. Les ignorants, Khan est allé directement au combat, a sorti son épée et a mis toutes ses forces, essayant de conquérir la créature, mais tout ce qu'il a fait a échoué. Et finalement, même quand il pensait avoir acculé la créature, il n'a causé que des destructions inutiles, tandis que la créature a jailli d'en haut, lui a donné un coup de pied au visage et l'a fait s'évanouir. Au final, Khan a perdu la bataille et la créature est restée. Il a donc gémi comme une vieille mamie grincheuse vivant avec 100 chats. Les membres de l'équipe lui ont conseillé d'être un chevalier gracieux et d'arrêter d'être un mauvais perdant, mais il a juré de manger les créatures tôt ou tard. Pendant ce temps, Eric se tenait au bord d'une falaise quand le capitaine Variation l'a appelé, lui demandant où il allait et lui offrant de le conduire là où il voulait. Le lendemain, Khan a pété un câble parce que la créature n'arrêtait pas de l'énerver et cette fois, elle a volé sa nourriture et s'est enfuie pendant que l'équipe suggérait des noms d'animaux pour elle. Plus tard, ils ont continué leur voyage et Flora, la maman flippante, comme d'habitude, les traquait depuis une falaise. Pendant ce temps, Variation a conduit Eric jusqu'à son domaine familial et une jolie demoiselle nommée Emilia, la fiancée d'Eric, les a gracieusement accueillis et a tenu les mains de Variation, le remerciant d'avoir sauvé Eric sur le champ de bataille. Plus tard, le majordome Sébastien l'a conduit à sa chambre et il a demandé si Emilia vivait là, mais il a dit qu'elle avait son propre domaine et venait de là tous les jours. À cela, Variation a dit que la dame était formidable et a rougi profondément. Plus tard, Emilia est arrivée avec un baume pour aider à soigner les blessures d'Eric et elle a demandé où il avait été blessé au combat. Mais le pauvre gars savait qu'il ne pouvait pas lui dire que sa troisième jambe ne marcherait plus jamais et il s'est juste imaginé qu'elle le quitterait après avoir découvert qu'il n'avait plus de bijoux de famille. Il a donc refusé son offre et est sorti de la pièce, la laissant triste et confuse. Alors qu'il entrait dans le véhicule, Variation lui a demandé pourquoi Emilia ne les rejoignait pas et Sébastien a ensuite demandé la même chose. N'ayant plus d'autre option, Eric a invité Emilia à les rejoindre, mais en chemin, il n'arrêtait pas de penser à quel point elle serait horrifiée une fois qu'il lui aurait révélé la vérité. Ils sont arrivés à un magnifique lac, et pendant que Variation était occupé à essayer d'attraper l'un des nombreux poissons du lac, Eric et Emilia ont profité d'un pique-nique. À ce moment-là, Emilia a demandé à Eric combien d'enfants il aimerait avoir avec elle, et même si elle le disait avec insistance, chaque mot qu'elle prononçait lui rappelait sa situation délicate. Il s'est éloigné, vaincu, et a crié à Dieu, lui demandant quoi dire à Emilia. Et quand Variation a rejoint Emilia, elle lui a demandé comment et de quelle manière Eric avait été blessé. Il lui a dit que personne d'autre qu'Eric ne savait, qu'il les avait tous assurés de ne pas s'inquiéter, et Variation l'a assuré qu'Eric se rétablirait bientôt et réglerait ses comptes avec Khan qui l'avait blessé. Elle a demandé qui était ce Khan, et Variation a expliqué que Khan s'était même vaincu lui-même juste après être tombé du ciel, puis bien plus tard, il a battu Eric avec ses étranges mouvements. En rentrant, ils ont trouvé deux lointains cousins d'Eric, Limpas et Gabriella. Gabriella lui a offert un remède à base de plantes, affirmant qu'il guérirait toutes les blessures. Eric l'a accepté de bon cœur, ce qui a brisé Emilia, qui l'a vu prendre le remède de Gabriella après avoir refusé le sien. Elle a décidé de partir, mais Limpa l'a invitée à rester dîner. Cependant, dans la scène suivante, Limpas a avoué que la soi-disant potion de guérison était en fait censée faire dresser le saucisson d'Eric. C'était pour que Gabriella puisse facilement l'attirer au pays des merveilles afin qu'il épouse leur famille et assure leur avenir. D'un autre côté, Limpas était plus que prêt à consoler Emilia, le cœur brisé avec son bâton de pèlerin pas très catholique. Plus tard, cette nuit-là, Gabriella a servi à Eric la potion malodorante et l'a regardé l'avaler. Il lui a dit qu'il espérait vraiment que ça marcherait sur lui et elle lui a conseillé de s'allonger sur le lit. Immédiatement après, Gabriella a laissé tomber ses inhibitions, disant que son corps était en feu. Cependant, Eric lui a demandé ce qui se passait et lui a dit de ne pas faire de choses qui donnaient une fausse impression. Elle lui a alors dit qu'elle ne plaisantait pas, mais qu'elle le trouvait en fait très séduisant. Cependant, Eric lui a dit de dégager ses sales miches de sa vue, mais elle a essayé de le retenir, et alors qu'il lui a attrapé la main, elle a commencé à crier à l'aide. Évidemment, Limpas est arrivé en courant et les deux frères et sœurs ont crié pour attirer l'attention des autres, affirmant qu'Eric avait profité de Gabriella. Voyant cela, Emilia fut complètement anéantie et s'enfuit. Limpas défia Eric en duel. Si Eric perdait, il accepterait le blâme, mais si Limpas perdait, alors il reconnaîtrait l'innocence d'Eric. Les frères et sœurs sont partis immédiatement et en chargeant leur calèche, Gabriella a dit qu'Eric n'avait même pas fait un seul geste envers elle. Mais il l'a rassurée en disant qu'il allait se battre en duel contre Eric et qu'il gagnerait certainement car Eric se souciait plus de l'honneur et Limpa était une brute sans foi ni loi. En entendant cela, Gabriella a célébré car en un seul jour, la famille Duska ferait un retour glorieux. Pendant tout ce temps, le capitaine Variation écoutait leur conversation et a couru à la rencontre d'Eric, disant que ses cousins complotaient depuis le début et avaient planifié la séduction et la ruse parce que leur famille traversait des moments difficiles.
Pour cette raison, il a conseillé à Eric de ne pas accepter le duel, mais Eric a dit qu'il devait le faire car, évidemment, il avait blessé Emilia. Le lendemain, ils sont tous deux apparus sur le champ de bataille et Variation a confronté les frères et sœurs d'Ascus pour avoir comploté leur mal juste pour restaurer le règne de leur famille. Limpa a réaffirmé que si Eric perdait la bataille, il devrait épouser Gabriella, mais Eric a dit qu'il aimait sa fiancée et qu'il était prêt à renoncer à sa fortune à la place. Alors, Limpa a accepté la condition et a étonnamment sorti son joker, un videur avec des abdos à faire pâlir un dieu grec. Variation voulait rejoindre Eric puisque Lempa avait décidé de jouer sale, mais Eric lui a dit de ne pas s'en mêler et étonnamment ce videur a appelé 6 autres videurs à le rejoindre. Cependant, Eric les a tous vaincus l'un après l'autre, se déplaçant rapidement avec son épée. Gabriella craignait qu'il n'ait déjà perdu et Limpa réalisa qu'Eric n'était pas une blague, alors il sortit sa dernière carte et invoqua un vautour sauvage. Cependant, celui-ci s'avéra presque impossible à vaincre pour Eric et il tomba bientôt épuisé à genoux. Juste à ce moment, Emilia est apparue aux côtés de Sébastien disant qu'elle croyait en sa victoire. Mais avant qu'Eric ne puisse utiliser sa nouvelle détermination, le vautour a chargé droit vers Emilia et Sébastien. Alors il l'a poursuivi, et quelque chose en lui a basculé, activant son mode bête intérieure, ce qui lui a donné le pouvoir de vaincre le vautour mutant. Il s'est retourné pour achever l'impasse, mais Limpa a imploré comme un pauvre chaton et Eric s'est retourné pensant qu'il avait concédé sa défaite. Cependant, le lâche a poignardé Eric par derrière. Souriant parce qu'il pensait avoir gagné, Eric s'est retourné avec un regard furieux et l'a assommé, puis il a dit à Emilia que sa victoire était pour elle. Ils se sont tous demandé comment il avait survécu à l'attaque sournoise d'Olympus, et Variation a dit que c'était parce qu'Eric était devenu un alchimiste de la boule d'acier. Plus tard, il a fait ses adieux à Emilia, disant qu'il allait dans un spa où il pourrait vraiment récupérer, et lui et Variation sont partis pour les sources chaudes de Tom à Soukir. Le lendemain, alors qu'ils se rendaient à leur destination, Khan était fatigué et se plaignait que Steele l'avait mené en bateau et menti sur la distance qu'ils devaient parcourir à pied. Il se demandait pourquoi une dure à cuire comme Marion ne se sentait pas épuisée, mais elle lui a rappelé qu'elle avait un corps de déesse mais avec 3 litres de testostérone dans les veines. Khan n'arrêtait pas de se plaindre qu'il ne l'aimait pas du tout parce qu'il ne lui avait pas offert un lit douillet pour poser sa tête et des milliers de bombes latines pour l'entourer. Mais Steele lui a dit de regarder devant car ils étaient sur le point d'entrer dans un pays où les mamans sont aussi généreuses que le lait maternel. Quand ils sont arrivés à la plage, Khan était entouré de canons et de choses qu'il ne pouvait pas se permettre, tandis que Steele est sorti, ressemblant à une usine à abdos. Comme d'habitude, Khan se lamentait sur ses tablettes de chocolat parce qu'il savait qu'il n'en aurait jamais, tandis que Steele l'a simplement traité d'insecte. Au même moment, Carla a également enfilé son maillot de bain, tout comme Marion, mais quand Khan a vu tout le monde, il était tellement jaloux et embarrassé parce qu'ils étaient des kilomètres plus canons que lui ne le serait jamais. Marion s'est levée, ayant l'intention de le consoler, mais juste à ce moment-là, 2 gars ont commencé à s'extasier sur sa beauté et son sex appeal, et Khan, le hater, a rapidement révélé que Marion avait des attributs en acier sous son maillot de bain. Marion a répondu d'une voix masculine que Khan était un traître, mais ces gars qui étaient à fond sur Marion s'en fichaient simplement car homme ou pas, elle était une beauté à contempler, et ils aimaient ça, bien sûr. Khan était dépité, surtout qu'il était censé être le personnage principal, mais pas même une mouche ne le remarquait. Tandis que Steele sortait de l'eau, ressemblant à une tentation ambulante, Steele cherchait Marion et réalisa qu'elle n'était pas encore revenue. Mais ils l'ont vue de loin, adulée et admirée par littéralement tout le monde sur la plage, y compris les garçons et les filles. Khan ne pouvait tout simplement pas comprendre cela, car Marion était une énigme ambulante qui ne facilitait pas la tâche aux hommes de goût comme lui. Mais Steele a dit qu'il aimait Marion parce qu'elle cuisinait parfaitement, et Carla a dit que Marion avait une connaissance superbe des herbes, encore meilleure que celle des professionnels. À ce stade, Khan ne pouvait plus supporter un seul mot de louange envers Marion, car elle était évidemment trop parfaite pour être comparée. Cependant, Steele lui a conseillé de patienter et d'écouter l'histoire de Marion et pourquoi elle avait laissé tomber le costume de mec. L'histoire remontait à l'adolescence de Marion en tant que garçon, montrant à quel point il était excellent en magie, au point que son père lui a légué l'héritage familial. De loin, ses frères regardèrent avec jalousie, affirmant que Marion ne le méritait pas parce qu'il était le plus jeune. Cela a profondément irrité les frères, et bientôt toute la famille a provoqué de sérieuses disputes. Finalement, alors que le père de Myriam était sur son lit de mort, l'un des frères a poignardé le vieil homme avant qu'il ne puisse finir de prononcer ses dernières paroles. Alors que les 3 l'enterraient plus tard, le cadet qui avait commis l'offense a accusé Myriam de l'avoir fait, affirmant que c'était son épée qui était responsable du crime.
Marion a nié, disant qu'il n'avait pas vu son épée de toute la journée avant l'attaque, mais personne ne l'a cru et Marion est devenu le bouc émissaire de la mort de leur père. Cependant, même si le vieil homme n'avait nommé aucun de ses fils comme successeur, les gens étaient profondément amoureux de Marion et ils n'arrêtaient pas de suggérer qu'il devienne le successeur. Un jour, le cadet a dit à l'aîné qu'il n'avait aucun droit d'être successeur puisqu'il avait refusé de venger la mort de leur père. Alors, plus tard cette nuit-là, l'aîné a attaqué Marion par surprise, tentant de le poignarder à mort. Mais Marion a rapidement esquivé cette attaque et son aura a humilié son frère aîné qui a reconnu être un imposteur indigne d'hériter de la technique secrète finale censée être transmise de génération en génération dans leur famille. Alors qu'il s'agenouillait, il supplia Marianne de lui pardonner, mais Marianne lui dit de se relever car il n'avait pas non plus les qualifications pour hériter d'un rôle aussi lourd. Finalement, Marianne promit de sceller ses compétences et de quitter la maison familiale afin de ne plus jamais les utiliser. C'était la fin du chapitre de Marion avec sa famille et Steele a dit qu'elle n'était jamais revenue vers eux. Mais pour Khan, cette histoire n'expliquait pas pourquoi Marion était soudainement passée de Giga Chad à Barbie. Cependant, Carla a dit qu'il y avait encore plus à l'histoire de Marion. Apparemment, quand Marion a quitté la maison de son père, il a été trouvé inconscient dans les champs et sauvé par une fille qui a raconté qu'elle avait vécu sous un seigneur terrible, mais qu'elle avait fui pour sa vie après avoir été physiquement maltraitée. Quand elle a demandé à Marion sa propre histoire, il a dit que c'était inutile parce qu'il avait tout laissé derrière lui et qu'il aspirait à un avenir différent. La fille lui a demandé où il voulait aller et il a dit qu'il n'en avait aucune idée. Alors elle lui a conseillé d'aller là où le vent le mènerait. Un jour, la jeune fille est tombée malade et Marion a vendu tout ce qu'il possédait pour s'assurer qu'elle se rétablisse. Il l'a même portée une fois au bord d'une rivière pour qu'elle puisse profiter de la vue paisible, mais elle lui a dit de se débarrasser d'elle et de continuer sa vie. Cette jeune fille, nommée Marion, était décédée dans ses bras, alors Marion a changé son identité et son nom pour ceux de la jeune fille parce qu'il l'aimait tellement et voulait vivre la vie qu'elle n'avait jamais pu vivre pour elle-même. Ayant entendu cette histoire, Khan fut profondément touché et désolé de tout ce qui était arrivé à Marianne. Quand tout le monde s'est retiré pour dormir, Marianne a finalement mis fin à sa socialisation sans fin et est revenue en chantant joyeusement dans la chambre. Khan lui a dit de vivre sa vie respectable, mais juste à ce moment-là, de l'eau s'est renversée sur les melons de Marion et Khan a essayé de la nettoyer avec une serviette en papier. Mais Marion l'a saisie et a décidé de lui apprendre une chose ou deux sur les bases du jeu de séduction. Tôt ce matin-là, Khan fut terrifié de découvrir qu'il avait passé la nuit avec Marion et l'avait fait tromper son amant décédé. Mais Marion était complètement confuse quant à ce dont il parlait. Finalement, Khan découvrit avec déception que la pitoyable histoire que Carla et Steele lui avaient racontée n'était que du pipeau et qu'il n'y avait aucune histoire larmoyante derrière la décision de Marion de devenir une fille. Ils se sont excusés, disant qu'ils devaient bien lui raconter une histoire puisqu'il prenait la chose trop au sérieux. Alors il a demandé à Marianne pourquoi elle avait choisi cette vie. Elle a simplement dit que c'était son choix parce qu'elle en avait envie, sans raison. Dans la scène suivante, des membres réunis dans une pyramide ont discuté de la façon dont l'entrée de Carla dans la capitale contrecarrerait leur plan et qu'ils devaient agir rapidement. Ils se sont tous demandé pourquoi Eric n'avait toujours pas réussi à capturer Carla malgré ses deux seuls accompagnateurs, mais un autre membre a dit qu'il y avait Hyperion dans son groupe, un humain mystérieux aperçu maniant un équipement Alma. Le problème majeur était qu'Eric semblait ralentir leur mission, alors le prêtre s'est rendu à la prison souterraine et a engagé l'un de leurs détenus les plus psychotiques pour attaquer le groupe de Carla. Pendant ce temps, alors que le groupe de Khan continuait son voyage, Khan a demandé pour la millionième fois s'il trouverait vraiment des réponses qui le ramèneraient dans son monde une fois arrivé à la capitale de Carla. Il a vite suggéré que puisqu'ils affirmaient qu'ils venaient d'une terre céleste nommée Ovidia, ils pourraient trouver leur chemin là-haut et communiquer avec les Échiens qui le renverraient dans son propre monde. Mais à leur insu, le psychopathe de la cellule de prison les traquait et attendait impatiemment. Le groupe est arrivé à une auberge et Khan était excité à l'idée de bientôt retourner dans son monde et de perdre sa virginité inutile, mais Steele a mentionné que cela leur prendrait 2 mois si tout se passait bien. Connie n'était pas contente de cela, mais Steele lui a fait comprendre que Carla avait vraiment besoin de lui pour arriver en toute sécurité à la capitale de son royaume. Juste à ce moment, Marion s'est précipitée pour informer Steele que quelque chose n'allait pas avec la princesse, car elle agissait bizarrement. Ils sont allés la voir dans sa chambre, mais elle était d'une humeur exécrable et son expression glaciale les a tellement terrifiés qu'ils sont sortis immédiatement. Steele et Marianne ont instantanément reconnu qu'elle était dans sa période d'hyperactivité, une sorte de norme dans leur famille, signalée par une mèche de cheveux dressée. Ils n'avaient même pas fini de parler que Carla a ordonné à Marianne de lui apporter quelque chose à manger. Même s'ils avaient rassemblé une tonne d'ingrédients, ils étaient toujours dépités car ce n'était toujours pas suffisant pour satisfaire la princesse dans son humeur actuelle, alors Marion a demandé à Khan d'aller faire les courses au War avec Steele. Alors qu'il se dirigeait vers la capitale, ce prisonnier bestial sur la piste de Carla a surgi de son coin discret. Dans la calèche, Steele a
conseillé à Khan de ne pas se mettre la princesse à dos, car elle pouvait se transformer en véritable monstre, surtout si 3 mèches de ses cheveux se dressaient. Pendant ce temps, Marion avait cuisiné de quoi nourrir un continent et les avait envoyés à la table de la princesse. Même alors, il y avait des tonnes de plats vides qu'elle avait consommés, mais quand ils lui ont servi 3 repas gargantuesques, elle a quand même dit qu'elle voulait quelque chose de plus riche et qu'elle n'avait rien consommé du tout. Marian travaillait sans relâche comme un robot, mais Khan trouvait absolument ridicule que l'estomac de Carla soit comme un trou noir. Steele a dit à Khan de se taire, mais Carla a alors dit qu'elle n'aimait pas la voix de Steele et voulait qu'il parle comme un chat. Au même moment, la 2e mèche de cheveux sur sa tête s'était dressée, alors il savait que les choses n'allaient moins faire qu'empirer. À ce stade, Steele voulait être enterré vivant car il ne pouvait pas croire qu'un mâle alpha comme lui allait commencer à parler comme un chat. Au même moment, elle a ordonné à la créature de se transformer en oiseau et à la surprise générale, cette pauvre chose a commencé à gazouiller et à voler. En un rien de temps, toute l'équipe était épuisée et Marianne perdait la tête en cuisinant un porc entier pour la princesse, paniquée de ne pas avoir préparé le dessert pour le lendemain. Dans tout cela, Khan était dépité et irrité de la façon dont il la laissait tous faire, alors il a dit qu'il allait la remettre à sa place. Même si l'on refusait de le soutenir, il s'est approché de Carla, lui disant d'être un peu plus gentil avec Steele et Marion car elle gaspillait de l'argent qui n'était pas du tout le sien. Étonnamment, il l'a convaincu d'apporter les plats vides au garde-manger avec lui, et tous deux étaient horrifiés, se demandant ce que Khan venait de faire. Cependant, il leur a dit qu'ils formaient un groupe et qu'ils étaient censés veiller les uns sur les autres, et non se rendre la vie plus difficile. Alors que les lumières s'éteignaient, la bête elfique était excitée à l'idée d'enfin avoir sa chance d'attaquer puisqu'il dormait, mais il a découvert que Marion était toujours éveillée et a décidé de la faire taire en la poignardant par derrière. Étonnamment, Marion était hyper alerte et n'était même pas d'humeur à ça car elle préparait un repas à l'avance pour Carla. Alors que le monstre essayait de l'éviter, il a causé un tel vacarme dans la cuisine, ce qui a encore plus énervé Marion. Elle l'a donc traîné par le col et lui a dit de retourner dans le sac flasque de son père et de ne pas la chercher, car une petite erreur dans les repas de Carla pourrait gâcher son humeur et entraîner de sérieuses punitions. Sur ce, elle a jeté l'idiot hors de la cuisine et il a décidé de ne plus la chercher, mais d'aller s'en prendre à Carla, qui était le gros lot. Dans le couloir, il a rencontré Steele et a pensé que c'était une prise facile, mais Steele continuait à parler comme un chat et à fixer le monstre avec un regard de tueur. En un rien de temps, les oreilles de chat de Steele sont apparues et cela a terrifié le monstre, alors il s'est enfui en sécurité. Bien sûr, il ne savait pas que c'était juste les oreilles de la créature qui s'approchaient par derrière. Le type d'acier se retrouva dans la chambre de la princesse et la trouva endormie. Il était donc ravi de pouvoir enfin lui trancher la gorge, mais juste à ce moment-là, la 3e mèche de ses cheveux se dressa et ses yeux étaient rouge sang. Quoi qu'elle lui ait fait à ce moment-là, il fut si traumatisé qu'il courut droit dans les bras de Khan, le suppliant de le protéger de Carla. Khan pensait que ce serait comme d'habitude, jusqu'à ce qu'il voie en arrivant dans la pièce que les yeux de Carla étaient vraiment injectés de sang et qu'elle était en plein mode bestial. Ayant vaincu le monstre, elle a détourné son attention directement vers lui, le traumatisant à mort, jusqu'à ce qu'il s'échappe par la fenêtre. Ce fut la fin de la tentative d'assassinat de Carla et ce type ne fut plus jamais revu. Quelques jours plus tard, le groupe est arrivé à la source chaude la plus célèbre d'Alma, réputée excellente pour la peau et guérissant toutes sortes de maladies, y compris la panne d'inspiration scénaristique. Khan trouvait que c'était du gâchis d'être dans une telle source chaude avec 2 mecs et une petite peste, jusqu'à ce que Steele lui dise qu'il y avait des tonnes de services et un endroit où tous les désirs masculins étaient comblés. Finalement, ils sont arrivés à une auberge et ont été accueillis par de belles femmes en kimono. Un bain luxueux avait déjà été réservé pour Carla et Marion, mais à la grande déception de Khan, celui qui lui était réservé à lui et Steele était vraiment bas de gamme. Et Steele a expliqué que c'était parce que, en tant que chevalier, il n'était pas censé s'adonner excessivement au plaisir. Cependant, Steele s'est ensuite dirigé directement vers les sources chaudes, et Khan était si excité qu'il a commencé à s'amuser en profitant de la chaleur de l'eau. Cependant, Steele l'a attrapé à l'envers, son petit appendice ballottant de taille extra petite juste devant son visage. Il lui a finalement appris que les chevaliers étaient censés agir avec sang-froid, pas comme des gamins sous amphétamine bon marché. Alors qu'il se rapprochait, Khan réalisa que son petit soldat se dressait très vite, alors il commença à agir bizarrement et le cacha à Steele. Ce fut une surprise pour lui car il n'y avait pas une seule bombe à la source chaude. Pas même Marion, ce qui signifiait seulement qu'il était excité hormonalement par les abdos et les biceps de Steele. Il s'est enfui et s'est couvert, mais il a ensuite vu Eric être conduit aux sources chaudes et a été ultra surpris, même en se cachant car il se demandait ce qu'Eric cherchait dans un tel endroit. En tout cas, Khan savait qu'il tenterait le diable s'il tentait une autre bataille avec Eric, alors il décida de s'écarter du chemin d'Eric. Au même moment, Variation, qui avait accompagné Eric, décida de ne pas interférer avec la période de relaxation d'Eric, alors il décida de se rendre à une autre source chaude.
D'un autre côté, Khan a couru pour sauver sa peau mais a réalisé que sa chambre était verrouillée, alors il s'est littéralement caché dans le plafond. Ensuite, il a couru vers la chambre de Carla et Marion, frappant à la porte pour demander de l'aide. Mais elles étaient occupées à s'amuser entre elles, alors personne ne lui a prêté attention. Malheureusement, le valet de chambre ramenait Eric vers cette partie du couloir, alors Khan a dû se cacher derrière une sorte de structure. Mais il savait que ce mode de vie n'était pas idéal. Sa dernière bouée de sauvetage était de retourner voir Steele pour de l'aide, mais Steele n'était pas aux sources chaudes, alors Khan a supposé qu'il s'était faufilé pour se faire chouchouter par les demoiselles. Juste à ce moment-là, Eric est entré dans la source chaude, laissant tomber son épée et ses insignes. Khan, lui, est resté caché sous le panier, guettant l'occasion parfaite pour s'échapper. Et là, Eric a imploré le dieu d'Alma, le suppliant de faire saluer ses petits soldats une fois de plus. Pendant qu'Eric était plongé dans son petit rituel, Khan a eu un pincement au cœur pour lui. Il est parti voir la réceptionniste lui demandant d'ordonner à ses compagnons de ne surtout pas quitter leur chambre. C'est alors qu'il a aperçu Eric arriver et il a filé, mais Eric a eu l'impression de le reconnaître, c'était étrange. Pendant ce temps, Khan s'est aventuré dans le pays de la satisfaction ultime pour les jeunes hommes inexpérimentés, espérant y trouver Steele. Toutes sortes de gens l'interpellaient pour lui proposer leurs services, mais sa mission était de retrouver Steele. Il savait que fouiller chaque maison serait épuisant, alors il a décidé de le chercher en se basant sur ses petites manies. D'abord, il savait que Steele aimait les furies. Il est tombé sur une affiche avec des chats dessinés, mais a découvert que c'était juste un bar à chats où l'on pouvait boire et se divertir avec eux. En entrant, Steele était là, en plein délire, chatouillant les félins, et il était clairement mort de honte d'être pris sur le fait. Plus tard, Khan lui a raconté l'apparition soudaine d'Eric aux sources chaudes. Steele était plutôt surpris, mais il était aussi flatté que Khan le veuille à ce point comme acolyte. Il est donc parti le chercher obsessionnellement à travers toute la ville. Cependant, Khan a précisé qu'il voulait surtout que Steele l'aide à éviter Eric. À cet instant, Steele a repéré Eric de loin, a caché Khan, et ils ont tous deux trempé leurs pieds dans les sources chaudes, ni vues, ni connues. Au même moment, Khan était fou de joie en réalisant que son antenne s'était calmée. Il a sauté de bonheur, mais Steele l'a vite informé qu'il brillait un peu trop fort. Il a fallu lui couvrir la tête, même s'il était littéralement devenu un GPS humain. La journée touchant à sa fin, ils se sont couchés pour dormir, mais même après avoir éteint les lumières, Khan brillait si fort que Steele ne pouvait pas fermer l'œil. Ils se sont donc tous les deux rassis. Réalisant que cela pourrait durer toute sa vie et l'empêcher d'avancer, Khan s'est imaginé en entretien d'embauche, échouant à obtenir le poste parce qu'il brillait plus fort que le succès de l'entreprise. Il ne pourrait même pas donner son sang, car personne ne voudrait de sang lumineux, c'est évident. Il est vite devenu frustré et a décidé de trouver une solution à ses problèmes. Il savait que les sources d'Omahat étaient la cause de sa lueur, et peut-être brillait-il si fort parce qu'il était un hyperion. Il a décidé de faire un troisième et dernier plongeon dans l'eau. Étonnamment, la lueur a disparu. Malheureusement, il s'est retrouvé juste à côté d'Eric. Comme prévu, Eric s'est dressé effrontément et a défié Khan au combat. Mais Khan a tenté de lui expliquer qu'il n'était pas là pour se battre, mais plutôt pour se détendre. À cet instant, il s'est mis à briller encore plus fort qu'avant. Eric a pris cela comme une preuve que Khan était vraiment prêt à en découdre, car il avait la lueur d'Alma et son équipement de l'homme parfait irritait Eric au plus haut point. Alors qu'Eric s'apprêtait à se battre, Khan lui a demandé de considérer les dégâts que leur combat pourrait causer aux propriétaires de l'établissement et à quel point il serait déshonorant pour le perdant de mourir sans la moindre histoire. Eric est tombé dans le panneau des mots convaincants de Khan et a décidé de s'habiller pour qu'il puisse vraiment se battre. Mais Khan a trouvé un balai et, juste avant qu'Eric ne soit prêt, il l'a assommé par surprise. Dans la scène suivante, le groupe de Khan a été expulsé à cause du chaos qu'il avait causé et ils étaient tous déçus de ne pas pouvoir profiter plus longtemps des sources chaudes. Le jour, Khan était emballé comme une momie car l'équipe ne voulait pas attirer l'attention. Cependant, son déguisement a fait tourner encore plus de têtes et Marion lui a dit qu'il ressemblait à un vieux pervers. Plus tard, au déjeuner, Khan ne pouvait même pas manger. On ne lui a donné qu'une misérable paille et une tasse pour boire, lui disant qu'il aurait un plat à emporter. Il les a suppliés de lui donner quelque chose à manger, mais quand ils l'ont ignoré, il a attrapé 2 morceaux de poulet dans leurs assiettes, révélant accidentellement sa lueur. Ils ont dû partir sur le champ. Cependant, les villageois les ont encerclés, insistant pour que Khan révèle son visage et ignorant Steele qui expliquait que Khan était bandé parce qu'il était blessé de partout. Alors que Khan tentait de s'éclipser, les villageois ont attrapé son manteau et ont finalement défait les bandages qui enveloppèrent son corps. En un rien de temps, il s'est retrouvé nu au centre, et chose choquante, ils se sont tous inclinés et l'ont adoré. Le chef du village a expliqué que la prophétie de leur village disait que leur dieu descendrait du ciel et brillerait comme le soleil. Alors que le chef du village s'inclinait également devant lui, Steele a bien tenté de dire que Khan n'était pas vraiment un dieu, mais Khan a carrément pris la pose divine, affirmant qu'il était bien descendu du ciel et que ses 3 compagnons étaient en fait ses serviteurs, nommés Poséidon, Trani et Mini.
Peu après, Khan a été vêtu d'un vêtement spécial, servi d'un festin de plats variés et il s'est régalé. Les membres de l'équipe lui ont demandé pourquoi il avait menti. Il a prétendu que c'était parce qu'il ne savait pas à quel point les villageois seraient brutaux s'ils résistaient davantage et son plan ultime était de s'enfuir secrètement avant qu'il ne découvre la vérité. Juste à ce moment-là, le chef du village lui a dit que les villageois s'étaient rassemblés et qu'une foule l'appelait leur seigneur juste devant. Voyant la situation, Khan a su qu'il avait fait une énorme bêtise et ses compagnons lui ont demandé quel était son vrai plan. D'abord, les villageois ont exigé un miracle. Khan n'a fait qu'intensifier la lueur de son corps, déclarant « que la lumière soit ». Il semblait que les dieux étaient de son côté, et pour une raison inconnue, des milliers de papillons ont afflué vers lui, le couvrant entièrement de la tête aux pieds. Ensuite, les villageois étaient vraiment émerveillés, et Khan se sentait comme un vrai dieu. Mais un jeune garçon lui a dit que la fontaine du village était à sec depuis des années et avait besoin d'être réparée. Khan a demandé à Steel de lui passer son épée, et utilisant la partie rocheuse de l'épée, il a fracassé le milieu de la fontaine. Une énorme gerbe d'eau a jailli, provoquant la liesse des villageois. Suite à ce soi-disant miracle, Khan a vraiment cru qu'il était un dieu dans ce monde, bien que Carla l'ait averti de ne pas prendre la grosse tête. Les membres de l'équipe se demandaient comment il s'échapperait si les villageois découvraient que Khan n'était pas un dieu. Alors, Steel a dit qu'ils devaient faire tout ce qui était en leur pouvoir pour que l'identité de Khan ne soit jamais vraiment découverte. C'est alors que le chef du village a demandé à Khan ce qu'il y avait au commencement. Khan a répondu que le monde avait été créé par le Big Bang et qu'une console de jeu avait créé des familles heureuses. Marion l'a soutenu, ajoutant qu'ils faisaient tous partie d'une grande et heureuse famille. Khan a continué à raconter des bobards et ses compagnons ont continué à jouer le jeu pour le couvrir à chaque fois, gagnant la confiance des villageois à chaque instant. Le matin, Khan a dû s'adresser à nouveau au peuple et les membres de son groupe étaient déjà frustrés, sachant qu'ils devraient encore une fois faire les pantins. Les questions idiotes continuaient d'affluer jusqu'à ce que Khan déclare que l'homme ne pouvait pas tout savoir. Puis il a entamé un chant auquel ils ont répondu avec enthousiasme. Et très vite, les villageois ont commencé à affluer avec des cadeaux d'or, d'argent et de nombreux aliments, tous pour adorer Khan. À un moment donné, il était habillé de la tête aux pieds comme le pape, a prononcé un autre discours, puis s'est retiré dans son palais où il était entouré des plus belles jeunes filles, qui le nourrissaient même. Cependant, ses compagnons lui ont demandé combien de temps il allait maintenir cette mascarade, car il était temps pour eux de prendre la poudre d'escampette. Cependant, Khan a dit que tout allait bien, car c'était une occasion unique dans sa vie d'agir comme un dieu. En fait, il voulait attendre que les villageois érigent un immense temple en son honneur et le bénissent avec 100 jeunes filles supplémentaires. Cependant, Carla l'a sorti de sa stupidité en le giflant, lui demandant quel était son but initial quand il était arrivé dans leur monde et pourquoi il voyageait avec eux. Elle lui a aussi dit qu'il était un chiot perdu qui ne retrouvait pas son chemin et n'était pas apte à guider les autres. On aurait dit que ces mots faisaient effet, mais juste à ce moment-là, le chef du village l'a appelé, disant que les fidèles étaient impatients de le voir. Cette fois-ci, la foule avait considérablement grossi car apparemment la religion de Khan gagnait de nouveaux adeptes chaque jour et c'était une véritable émeute pour le voir. Au moment où Khan a laissé entrevoir son corps étincelant aux villageois, tout a éclaté dans un vacarme assourdissant. Même lui savait qu'il était temps de plier bagages. Ses compagnons l'ont emballé et ils ont commencé à s'éclipser, mais quelques prêtres l'ont attrapé et il a simplement menti en disant qu'il allait prêcher dans d'autres nations. Cependant, ils ont dit qu'il ne pouvait pas abandonner ses fidèles maintenant, car leur religion prenait de l'ampleur et avait besoin de son chef en première ligne. Khan a alors eu l'idée d'ordonner à ses croyants d'aller construire un immense temple. Après la création du temple, il était temps pour Khan de s'adresser une fois de plus à ses fidèles. Mais il s'est déshabillé, a révélé son éclat et a intensifié sa lueur, tout cela pour allumer la montgolfière que ses compagnons avaient secrètement gardée au sommet du temple. Quand les prêtres ont remarqué ce qui s'était passé, Khan et ses compagnons étaient déjà en plein vol, affirmant qu'ils se dirigeaient vers le ciel. Les prêtres n'étaient pas ravis, car ils avaient encore besoin de plus de conseils, mais ils ont finalement accepté leur sort et ont annoncé aux fidèles que leur seigneur était retourné au ciel et leur avait ordonné de développer davantage la Terre Sainte. Pendant ce temps, Khan a soudainement perdu sa lueur alors qu'il était dans la montgolfière. Et comme il en était le moteur, dès qu'il a perdu son éclat, elle a perdu son équilibre et a commencé à spiraler vers la Terre. Ses compagnons l'ont pressé de retrouver sa lueur, mais peu importe ses efforts, rien ne venait, et il a tranquillement lâché son petit cadeau naturel sur l'animal. Le lendemain, Eric profitait d'une douce brise quand quelqu'un est apparu derrière lui. Il n'a pas été dérangé en découvrant que c'était Anaxion qui s'est avéré être Alma Flora. Après, Variation est revenu en courant avec des nouvelles pour ses coéquipiers de l'escouade Incognito, annonçant qu'Eric reviendrait dans l'équipe dans les prochains jours. Il pensait qu'il deviendrait le bras droit d'Eric, mais le reste de ses compagnons l'ont rappelé à l'ordre et ont affiché leurs propres intérêts à être le bras droit d'Eric. À la tombée de la nuit, l'animal s'est faufilé dans la chambre de chacun, les entendant parler dans leur sommeil. Quelques instants plus tard, il a disparu dans une ruelle où il s'est transformé en quelque chose d'inconnu, laissant derrière lui une lumière éclatante.
Quant aux membres de l'escouade d'Eric, ils ont visité un bar et ont bu à leur soif, trinquant au retour d'Eric et bavardant en se taquinant sur la quantité de jus de raisin qu'ils pouvaient ingurgiter. Cependant, 2 des membres se sont fâchés et ont failli en venir aux mains, mais Kaete leur a rappelé qu'agir de manière déshonorante leur coûterait à chacun la possibilité d'être le bras droit d'Eric. Une fois calmés, ils ont tous décidé de parler de leurs exploits héroïques pour déterminer lequel d'entre eux était le plus fort et le plus apte à être le bras droit d'Eric. Léon a commencé en disant que la qualité la plus importante pour le bras droit d'Eric serait la force d'âme pour affronter toute douleur et tout danger. Il avait été en vacances, renforçant sa fortitude dans la solitude, assis sur un lit de clous et faisant de la musculation assez intense. Gustave a dit que Léon ne faisait ça que parce qu'il était un adepte de 50 nuances, et les autres étaient d'accord avec lui. Cependant, il leur a dit qu'il n'était pas masochiste et qu'il avait en fait appris un nouveau mouvement mortel pendant son entraînement. Et quand ils lui ont demandé de nommer le mouvement, il a marmonné un tas de mots très rapidement. Quand son camarade lui a demandé de les répéter, il en a été incapable. Pendant ce temps, Eric et Flora descendaient une rue, et Flora a dit qu'elle savait ce qu'il voulait. Ils sont arrivés devant une porte et une créature connue sous le nom de Takumi les a accueillis et les a conduits à une grande épée qu'il avait créée. Pendant ce temps, les capitaines d'Eric étaient complètement torchés. Et le suivant a pris la parole, Gustave, disant que la qualité la plus importante pour le bras droit d'Eric était la capacité de ne jamais abandonner, car cela exigeait une résolution de fer, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouvait. Il a ensuite partagé l'exemple d'une mission qu'il avait entreprise, qui exigeait sa résilience. Mais cette mission s'est avérée être une soirée entre potes, où il essayait de conclure. La petite à côté de lui ne le calculait pas du tout, alors il a fini par la supplier, comme la racaille qu'il était, jusqu'à ce qu'elle ait pitié de lui et lui permette enfin de passer à l'acte. Les autres ont reconnu que c'était son histoire de résilience, même s'il prétendait que c'était une vraie mission. Ils se sont moqués de lui, disant que ce n'était pas une surprise que sa femme l'ait quitté. Après lui, Katie a pris la parole, disant que c'était son tour. Pendant ce temps, Flora avait pris un orbe d'Alma et l'avait placé sur l'épée. Elle a donc dit à Eric d'en prendre bien soin, car l'équipement d'Alma n'était pas si facile à fabriquer, ravi d'avoir enfin l'épée d'Alma. Eric a promis de réparer toutes ses erreurs et Flora a dit qu'elle le surveillerait, mais juste à ce moment-là, le petit forgeron lui a dit d'attendre car il avait d'autres choses en réserve pour lui. De retour au bar, K, qui était à quelques centimètres de s'évanouir complètement, a dit que le bras droit d'Eric n'exigeait pas beaucoup de force brute et que la qualité la plus importante était l'amour. Il a raconté comment un jour il s'était réveillé seul dans son lit et avait remarqué que le gars qu'il avait bien fait transpirer toute la nuit avait disparu, et d'une manière ou d'une autre, Eric était apparu à ce moment précis. Les autres garçons n'ont même pas fini d'écouter ça qu'ils l'ont remis à sa place, disant que ce ne pouvait être que son fantasme. C'était dégoûtant de sa part de penser qu'Eric sacrifierait sa virilité juste pour le faire par derrière. Variation était le plus énervé de tous. Gustave l'a calmé et lui a dit d'ignorer l'idiot, car il était d'humeur à faire sa mégère, alors que les imbéciles ivres se chamaillaient. Gustave est devenu émotif et a accusé Cathy d'être responsable du divorce qui a poussé sa femme à le quitter. Il a juré de lui faire passer un sale quart d'heure par tous les moyens. Variation savait que les choses pouvaient mal tourner, alors il a essayé de changer de sujet et de discuter avec Léon. Cependant, celui-ci dormait profondément. Variation s'est donc retrouvé seul à gérer ces deux types et les a suppliés de se calmer et de se souvenir de la chose la plus importante, déterminer qui serait le bras droit d'Eric. Katé a alors dit que c'était même une occasion parfaite pour eux tous de s'affronter et le dernier homme debout serait le bras droit d'Eric. Au même moment, Léon, qui dormait, s'est réveillé avec enthousiasme et était impatient de se lancer dans ce combat. Finalement, Variation a accepté leurs conditions de bataille, mais a insisté pour qu'ils fixent les règles du combat. Bientôt, il les a emmenés dans un champ ouvert, disant qu'ils allaient chasser. Ils traqueraient des bêtes et celui qui porterait le coup fatal serait le bras droit d'Eric. Léon était plutôt confiant que tous ces mois de travail acharné porteraient leurs fruits. Il s'est levé et a activé un mouvement super doré à grande vitesse qui l'a propulsé dans les airs à une vitesse turbo, le faisant atterrir, lui et son épée, sur le cou du monstre. Ensuite, Gustave est intervenu et n'a réussi qu'à couper le bras de la bête. Troisièmement, Katé a porté un coup très près des yeux, tandis qu'enfin, Variation a tranché sa corne nasale. Cependant, aucun d'eux n'avait porté le coup de grâce. Alors que la bête s'enfuyait, ils l'ont tous poursuivi, impatients de se montrer dignes d'Eric. Mais à leur plus grande stupeur, une version améliorée, Super Méga Maximus de la bête est apparue et leur a craché du feu, les projetant tous au sol à plat. Cependant, Variation a essayé de se relever pour ne pas faire honte à Eric, et à sa plus grande surprise, Eric était là, debout devant eux. Il était ravi de voir que ces gars n'avaient pas négligé leur entraînement quotidien, même en son absence.
Avec sa nouvelle épée, il a frappé la bête, libérant un tel impact que cela a provoqué une énorme explosion. Ensuite, il a dit à ses capitaines qu'il était temps de rendre une autre visite à Khan, mais d'abord, il s'est excusé, disant qu'il avait été obsédé par l'idée de vaincre Khan de ses propres mains et qu'il avait besoin de la force de ses camarades. Quelques jours plus tard, le soir, le groupe de Khan était déjà à court de provisions. Cela a rendu Khan un peu frustré car son monde lui manquait terriblement et il en avait marre de vivre une vie de nomade, essayant à peine de survivre d'un endroit à l'autre. Les membres de l'équipe l'ont assuré qu'en voyageant avec eux et en arrivant à la capitale, il trouverait des réponses pour rentrer chez lui. Bien plus tard, pendant qu'il dormait, Khan a pensé aux jeux vidéo et à quel point il lui manquait, sachant en plus qu'une nouvelle série de jeux était certainement sortie. Il regrettait aussi les grignotages nocturnes et le fait de se ramollir le cerveau pendant des heures. Il était malheureux d'avoir passé 3 mois dans ce monde sans aucun signe de retour. Étonnamment, une étoile filante est apparue dans le ciel et Khan a essayé de souhaiter rentrer chez lui 3 fois avant que l'étoile ne disparaisse. Le matin, l'équipe est arrivée à la ville suivante et Carla a dit qu'elle voulait déjà se loger. Cependant, ils ont tous remarqué que Khan semblait étrangement silencieux et traînait derrière. Dans ses mains, il avait sculpté une manette en bois et se qualifiait d'homme fini. Ensuite, ils se sont logés dans un hôtel et ont profité de bons bains chauds. Mais après que Steele ait fait un plongeon et invité Khan à profiter aussi de l'eau chaude, il a trouvé Khan jouant avec sa manette de jeu sans écran, presque comme un fou avec un regard dément dans les yeux. Plus tard, au déjeuner, ils se sont tous installés pour un bon festin, mais Khan manquait à l'appel. Apparemment, il avait dit à Steele de lui apporter des snacks et des bandes dessinées. Carla et les autres ne comprenaient pas ce que Khan entendait par snack, et Steele a dit que c'était des trucs croquants et croustillants. Après le déjeuner, l'équipe a apporté à Khan les snacks qu'il attendait, mais ils l'ont trouvé en train de rire et de glousser mystérieusement tout seul, affirmant qu'il regardait une émission de télévision. Mais tout seul, il a éclaté en sanglots, et quand Marion lui a montré que les snacks qu'il lui avait apportés étaient principalement des insectes étranges marinés et conservés dans des bocaux, Khan a vraiment craqué et a dit qu'il ne voulait plus rien, il voulait juste qu'on le laisse jouer à son jeu. Les membres de l'équipe l'ont laissé et ont réalisé qu'il agissait probablement ainsi parce qu'il avait le mal du pays. Mais Steele et Marion craignaient que s'il laissait Khan à sa folie, il ne sombre davantage dans la dépression et ne soit malnutri, car il ne mangeait rien. Alors, Marion lui a poliment demandé à Khan ce qu'il aimerait manger, même s'il continuait à résister. Il a finalement dit qu'il voulait un hamburger, du cola et d'autres choses, mais Marion lui a demandé de décrire à quoi ressemblait un hamburger et il a dit que c'était agressivement gras, sucré et très assaisonné. Au final, il lui a donné une liste d'ingrédients, mais ils étaient bien loin de tout ce qu'ils avaient couramment dans leur propre monde. Mais Marion était prête à les créer malgré tout et a demandé à Carla de les soutenir financièrement. Après que Marion ait procuré les ingrédients, Carla a ensuite appelé Khan pour le déjeuner qui était un délicieux gros hamburger et du cola. Il n'en croyait pas ses yeux, mais le cola était si rafraîchissant et le hamburger si profondément satisfaisant qu'il en a redemandé. Cependant, en entrant dans la cuisine pour retrouver Marion, il eut l'impression de débarquer dans l'antre d'une sorcière spécialisée en biologie. Soudain, une bestiole effrayante vola vers lui et Marion tenta de l'attraper, affirmant que c'était son ingrédient secret. Cela traumatisa tellement Khan qu'il courut se réfugier dans sa chambre, reprenant son jeu invisible pour ne pas sombrer dans la folie. Pendant ce temps, les capitaines d'Eric étaient sur le terrain d'entraînement et Variation raconta comment Eric et lui étaient allés aux sources chaudes. Bien qu'Eric ait insisté pour être seul, certains pensaient qu'il voulait faire réviser sa baguette par les méchants, mais Variation expliqua que c'était surtout le frisson de vaincre des monstres qui procurait à Eric son plus grand plaisir. Pendant ce temps, l'équipe de Khan était démoralisée car il était retombé en dépression malgré tous leurs efforts pour lui remonter le moral. Carla demanda s'il pouvait lui trouver ces trucs bizarres, qu'il appelait des comics, et elle demanda à Steele de lui expliquer ce que c'était. Il lui expliqua que c'était des livres illustrés capables de provoquer toutes sortes d'émotions intenses. Marion suggéra alors que ça ressemblait peut-être à un magazine Cosmo. En ouvrant le livre, Khan fut tellement stimulé qu'il saigna du nez et s'évanouit. Ils comprirent que ce n'était pas du tout ce à quoi Khan était habitué dans son monde. Ils l'invitèrent à une vraie expérience de jeu, pas à ces simulations de manettes. Arrivé sur place, Khan réalisa qu'il était dans un cercle de paris et se vanta de ses compétences inégalées. Steele l'emmena ensuite en bas, dans un endroit étrange, et ils débouchèrent sur une arène souterraine où des joueurs s'affrontaient et où l'on pariait sur le vainqueur. Khan se demanda pourquoi il n'avait pas de ticket comme Steele jusqu'à ce que l'arbitre appelle les prochains combattants et que Khan soit parmi eux. Apparemment, Steele l'avait inscrit à son insu et avait même parié sur lui. Malheureusement pour Khan, ses 3 adversaires étaient des colosses, des versions mutantes et étaient bodybuildés de The Rock. Khan savait qu'il valait mieux fuir pour sa vie. Alors, quand la bataille commença, il grimpa au sommet du filet et laissa les 3 hommes se tabasser mutuellement jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Finalement, Khan attendit que le type soit épuisé puis sauta d'en haut, lui assénant un coup de pied très douloureux en plein ventre. Khan remporta ce round et Steele doubla ses mises.
Cependant, l'adversaire de Khan, vainqueur du premier round, était littéralement l'homme à la tronçonneuse, et le type avait apporté sa tronçonneuse fonctionnelle sur le ring. Khan s'y opposa et se plaignit à l'arbitre, mais l'adversaire rétorqua que Khan avait une épée, donc il était autorisé à apporter sa tronçonneuse. Sachant qu'il était totalement fichu, Eric courut pour sauver sa peau. Mais Steel et les autres tentèrent de l'encourager, car ils avaient misé très gros sur lui. Son adversaire le rattrapa et lui asséna de sacrés coups de poing. Il en esquiva la plupart, mais ne put échapper à la tronçonneuse stridente qui s'approchait de son visage. À court d'options, il dégaina son épée et l'utilisa pour détruire la tronçonneuse de son adversaire. Les membres de l'équipe de Khan l'acclamèrent, car il avait enfin le dessus, mais l'idiot concéda la défaite et s'enfuit comme une petite poule mouillée. Après le match, ses coéquipiers étaient dépités d'avoir perdu tant d'argent en pariant sur Khan, mais il leur reprocha de l'avoir mis face à la mort. Pendant ce temps, Flora déchira aussi ses tickets, car elle avait misé sur cet idiot. Le lendemain, Kon et son groupe s'installèrent dans un bâtiment abandonné pour la nuit, mais il se plaignit tellement qu'ils le traitèrent de princesse. Il continua de geindre comme une fillette et paniqua même en voyant son visage horrible dans le miroir, mais ce n'était pas surprenant. Qui ne le ferait pas? Ils continuèrent leur chemin le matin, mais entendirent bientôt un bruit assourdissant venant d'en haut et un missile fonça sur eux. Heureusement, ils s'échappèrent, mais cela ne fit qu'accroître la frustration du capitaine d'Eric qui avait raté son tir. Cependant, Eric déclara que c'était une belle entrée en matière et ordonna à ses troupes de charger. En voyant l'énorme trou laissé là où ils se tenaient, les membres de l'équipe furent choqués, mais durent vite se préparer au combat car ils étaient tombés dans une embuscade. Khan suggéra de fuir, mais Carlos dit qu'il devait semer la confusion chez les ennemis et trouver une brèche pour s'échapper car il ne pouvait pas courir. Alors que les gars chargeaient, Steel commença à les éliminer et affronta Variation tandis que Khan frappa le sol avec son épée de roche, la faisant se fendre. Observant de loin, Eric ordonna de réduire Khan au silence le plus vite possible. Il chargea en avant avec l'un de ses capitaines, mais Marion pointa une arme sur Eric, lui disant de ne pas commettre l'erreur de croire à tort que Khan était seul. Cependant, quand elle tira sur lui, son capitaine bloqua la balle. Étonnamment, Gustave lui tira aussi dessus depuis une colline, la manquant de peu au visage. Marion ne put s'empêcher de remarquer que l'escouade était différente cette fois, car ils agissaient en parfaite synchronisation. Au même moment, Steel remarqua que leurs armes étaient aussi améliorées et Variation répondit qu'ils utilisaient de l'équipement Alma offert par Eric. Pendant ce temps, Eric décida d'achever Khan d'un seul coup de son calibre. Mais alors qu'ils chargeaient vers lui, leurs armes entrèrent en collision et provoquèrent une explosion qui fit s'effondrer le sol sous leurs pieds, et tout le monde à proximité tomba à l'intérieur. Steel sauta pour sauver la princesse, tandis que les capitaines d'Eric réalisèrent qu'un de leurs camarades était aussi tombé dans le fossé. Quand Khan se réveilla, il était au bord de la rivière, surpris d'être encore en vie, tandis que Carla reprenait conscience et cherchait Marianne qui lui avait sauvé la vie. Malheureusement, ils ne trouvèrent pas Marianne, mais l'un des capitaines d'Eric était là avec eux. Pendant ce temps, les autres cherchèrent leur capitaine, mais ne l'avaient pas trouvé malgré leurs efforts désespérés. Cependant, ils avaient Marianne en captivité, et quand Eric commença à l'interroger, il dit qu'il était temps de commencer, mais elle supposa délibérément qu'il voulait dire qu'il était temps de la tripoter et de la sonder. Voyant qu'elle faisait délibérément l'idiote face à son désir de l'interroger, le capitaine la prit pour une vraie stupide. Mais c'était la tactique de Marion pour gagner du temps. D'un autre côté, Khan et les autres avaient ligoté le capitaine d'Eric, et Carla commença à le torturer pour obtenir des réponses, surtout parce qu'il avait affirmé qu'aucune torture ne pourrait le briser, ayant une très haute tolérance à la douleur. Cependant, cette bête étrange et raffinée semblait s'exciter chaque fois que Carla le piétinait. Pendant ce temps, Eric demanda son nom à Marion, qui continua de flirter avec lui. Variation intervint, menaçant de rapporter Eric à Emilia, mais Marion répondit qu'être une seconde épouse ne la dérangeait pas du tout. Au camp de Khan, Steve demanda au capitaine de s'identifier pour qui il travaillait et à quoi servaient les armes, mais le type resta silencieux et refusa de bouger. Alors, Khan intervint et lui caressa l'ego en le qualifiant de plus fort du groupe et en disant que les autres n'étaient que des faiblards. Le capitaine se laissa emporter et laissa échapper quelques secrets, faisant réaliser à l'ennemi à quel point il était idiot, tandis que Khan riait de ses blagues de papa ringarde. Plus tard, ils se réunirent et discutèrent du fait que Marion était probablement prise en otage. Alors, Carla suggéra d'exécuter le capitaine et de sauver Marion. Cependant, Khan leur rappela que le capitaine avait dit que leur escouade les poursuivrait jusqu'à la mort. Alors, il suggéra d'y mettre un terme définitif. Pendant ce temps, au camp d'Eric, un soldat rapporta qu'ils avaient trouvé Léon attaché à un arbre, ce qui signifiait que l'équipe de Carla l'avait retenu en otage et relâché sans le blesser. Il y avait une note sur son dos, de Khan à Eric, disant qu'il était prêt à tout arrêter. Finalement, Eric libéra Marion uniquement parce que ses coéquipiers avaient libéré leur capitaine. Après avoir flirté une dernière fois avec lui, elle rejoignit son équipe pour se préparer à la bataille. Dans la scène suivante, l'équipe d'Eric se précipita vers le château de l'équipe de Khan. En entrant, ils virent une flèche indiquant une pièce avec une chaise de torture conçue pour tourmenter les gens et leur faire hurler des mots de passe.
Évidemment, le capitaine Léon était friand de ce genre de choses. Il se précipita tête baissée et commença à jouer avec l'instrument, mais cela lui déboîta instantanément le genou, leur faisant réaliser à tous que c'était un piège. Ensuite, ils tombèrent sur un magazine coquin, ce qui était évidemment un piège, mais Gustave, obsédé par les jolies filles, prouva que ce n'en était pas un en s'emparant du magazine et en reculant aussitôt. Cependant, quelque chose descendit et le frappa en pleine tête. Le piège suivant était une série de bouteilles d'urine, la faiblesse de KT, mais son coéquipier ne le laissa même pas faire de bêtises et abattit les bouteilles avant qu'il ne bouge. L'équipe réussit tant bien que mal à déjouer les pièges et arriva dans une pièce où la voix de Khan résonnait, les désorientant quant à sa position réelle. Il leur offrit de s'allier à lui, mais quand ils refusèrent, Steele attrapa une corde qui déversa un liquide rose sur eux. Ils pensèrent d'abord à de l'huile ou de l'acide, mais ce n'était ni l'un ni l'autre, mais plutôt de la lotion corporelle. Eric était furieux que Khan s'amuse à les embêter au lieu de sortir se battre comme un homme, mais Khan répondit qu'il n'était pas d'humeur pour un vrai combat. Alors Marion coupa une autre corde, faisant tomber l'escouade d'Eric à travers le sol. Khan se montra enfin aux côtés de Carla, mais les avertit de ne pas traverser de leur côté car ils risquaient de tomber dans des pièges. Cependant, Eric ne fut pas découragé car son calibre pouvait lancer des attaques à longue portée. Il suralimenta donc son épée et la tira dans leur direction, provoquant une explosion massive vers Khan et son équipe. Finalement, Eric et ses capitaines avaient vaincu Khan et son équipe. Les jours d'humiliation d'Eric étaient terminés, alors ils quittèrent le château aussitôt, tandis que Flora continuait son numéro de harceleuse flippante. 3 jours après qu'Eric eut vaincu Khan et Carla, Gustave suggéra de surveiller Steele et Marion car Khan et Carla étaient morts un peu trop facilement et cette équipe tramait peut-être quelque chose. Actuellement, Gustave et KT observaient les 2 survivants restants de l'équipe de Khan depuis un bâtiment. Bien que Gustave soit fier d'avoir suggéré la mission de surveillance à Eric, son coéquipier pensait qu'il cherchait juste une occasion d'entrer dans cette ville pour draguer les jolies filles. Gustave tenta de nier, mais KT lui rappela qu'il était là pour le surveiller et l'empêcher de dévier de sa mission. Le 2e jour de leur surveillance, Gustave remarqua que Marion et Steele avaient trop l'air de clochards déprimés, mais KT pensait qu'ils ne pouvaient pas rester inactifs. Il était évident que Gustave voulait juste s'éclipser pour sa dose quotidienne de pêche, mais Katie n'allait pas le laisser faire si facilement. C'est alors qu'ils remarquèrent que Steele et Marianne avaient quitté leur chambre d'hôtel. Ils soupçonnèrent donc qu'ils allaient probablement retrouver Khan et Carla s'ils étaient vraiment en vie. À un moment donné, Steele et Marianne se séparèrent. KT suivit Marianne, laissant Gustave suivre Steele. Alors que Gustave suivait Steele, il remarqua qu'il s'arrêtait à un café et rencontrait un vieil original. Gustave grogna bruyamment et dut vite se couvrir le visage car il avait attiré l'attention. Cependant, Gustave était curieux de ce nouveau venu car il suivait Steele et Marianne depuis un bon moment mais n'avait jamais remarqué la présence de ce type. Il se demanda donc comment Steele avait pu organiser une rencontre avec lui. C'est alors que la rencontre prit fin et Steele remit à l'homme 3 pièces et une note, après quoi ils se séparèrent. Gustave se demanda qui suivre entre Steele et l'homme étrange. Il fit donc le choix évident de suivre l'inconnu. Mais l'atmosphère était brumeuse, et bientôt Gustave se retrouva dans un cimetière sans aucune trace de l'homme. Il rentra chez lui déçu et dit à KT qu'il avait perdu la trace de sa cible. De son côté, KT rapporta qu'en suivant Marion, il n'avait rien trouvé de suspect au camp d'Eric. Léon remarqua que Variation semblait un peu triste et probablement vide, n'ayant plus d'ennemis à vaincre. Ils virent aussi qu'Eric paraissait extrêmement seul, mais ils ignoraient à quel point il était devenu fou, car hors de leur vue, il riait hystériquement tout seul. Alors que Gustave et ses camarades espionnaient Steele et Marion, ils surprirent une conversation où ils lui demandaient de l'emmener dans un club de danseuses nocturnes. Elle refusa, disant qu'il n'était qu'un vieux sans risque, mais il insista pour qu'elle l'emmène. Elle continua de refuser catégoriquement, ce qui frustra non seulement lui, mais aussi Gustave, qui les observait tous les deux. Le 3e jour de leur surveillance, Gustave et KT ne notèrent aucun mouvement significatif de Steele ou de Marion, sauf que Steele s'était soudainement mis à nourrir les chats, tandis que Marion, sans le savoir, jouait avec les nerfs de Gustave. Heureusement, son coéquipier lui bloqua la vue et lui dit d'arrêter d'être un voyeur. À la tombée de la nuit, il n'avait toujours aucun succès, alors Gustave laissa le poste à KT, affirmant qu'il allait chercher l'homme qu'il avait perdu de vue. Cependant, KT pensa que c'était juste une excuse de Gustave pour aller draguer, bien qu'il le niât catégoriquement. En effet, Gustave commença par enquêter sur sa cible et poser des questions sur l'endroit où se trouvait le type, mais tous les chemins le menèrent à une maison de plaisir et dans les bras d'une femme censée l'éclairer sur sa cible.
Mais il succomba vite à ses charmes et finit ivre-mort sans aucune information significative. Le lendemain, 4e jour de leur surveillance, Gustave avait la gueule de bois et peinait à faire son travail correctement. Alors Kate lui donna un coup de pied et le prévint qu'il allait surveiller Steele et Marianne pour le reste de la journée. Pendant toute cette journée, rien de remarquable ne se produisit, si ce n'est que Steele exhibait ses abdos d'acier. C'est alors que Gustave remarqua que Marion sortait et il la suivit secrètement jusqu'à un bar où il était déguisé en mafieux. Il attendait patiemment l'arrivée de leurs prétendus invités, mais Marion semblait boire sans arrêt, ce qui exaspéra Gustave. De son côté, il avait bu bien plus de verre en l'attendant, mais il était presque tombé et commençait à s'endormir. Cependant, Marion continuait de commander des boissons et Gustave arriva à un point où il ne pouvait plus la suivre. Il lutta contre le sommeil et décida finalement de s'asseoir juste à côté d'elle pour lui demander ce qu'elle faisait là. Elle pointa une arme sur lui, mais il promit qu'il n'était pas là pour se battre. Plus tard, elle raconta tristement qu'elle et son équipe avaient échoué à protéger leurs amis et surtout leur chef. Tandis que Marion pleurait, Gustave était toujours impatient de savoir ce qu'elle et Steele manigancèrent vraiment. Mais elle répondit qu'ils essayaient juste de survivre, qu'ils soient surveillés ou non. Gustave la trouva si compliquée, comme sa femme, qu'il avait quittée parce qu'il ne tenait pas plus de 30 secondes. Avant de partir, elle le laissa payer l'addition, mais pas avant de lui avoir donné un coup de poing au visage, le laissant s'évanouir. Au 5e jour, Gustave et Kate firent leur bagage, car Gustave confirma qu'il n'y avait plus rien à faire, Kane n'étant pas apparu. Kate demanda à Gustave s'il pouvait vraiment faire confiance à Marianne. Alors qu'il réfléchissait à ses paroles, il réalisa soudain qu'elle avait mentionné qu'il la traquait. Même si Gustave était le seul qu'elle avait vu, cela signifiait qu'elle savait qu'il les suivait depuis le début. Au moment où ils vérifièrent la chambre, ni Steele ni Marianne n'étaient repartis. Gustave et son partenaire se précipitèrent pour les retrouver et il soupçonna qu'ils pouvaient être au cimetière pour rencontrer Kane. Mais, de manière choquante, à leur arrivée, des funérailles avaient eu lieu pour Kane et Carla. Ils regardèrent de leur cercueil être enterrés et recouverts de sable. Marion et Steele déposèrent des fleurs sur leur tombe et leur rendirent d'un dernier hommage, priant pour que leurs souvenirs vivent dans leurs âmes. À ce moment-là, Marion pleurait déjà, et ce Critter, qui n'était qu'un acteur payé certifié, la rejoignit en hurlant bruyamment. Quoi qu'il en soit, Gustave et Kate confirmèrent que Kane et Carla étaient vraiment morts après avoir assisté à leur enterrement en direct, tandis que Marion et Steele traversaient le désert ensemble. Et cela nous amène à la fin de cette vidéo. Kane et Carla sont-ils vraiment morts? Ou est-ce la blague la plus dingue du siècle? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous à la chaîne et découvrez la prochaine vidéo à l'écran.